Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388 dans ce son d'église avec cette petite résonance que je ferai mon nécessaire pour enlever. J'espère que vous l'entendrez, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours accompagné du merveilleux, du tribulent, du rosifiant Théo Rivière. Bonjour Théo. Salut Cyril, comment vas-tu ? Ça va très bien, je te remercie. Et nous sommes en direct, en visuel et en vrai. C'est rare qu'on fasse ça. Hein. Ce qui est rare et d'autant plus merveilleux. Théo, nous sommes accompagnés et nous sommes au Ludopathique. Oui, tout à fait, au Ludopathique, la semaine jeu, on a tendance à dire que c'est un week-end, mais ça commence le mercredi, donc c'est long, organisé par Bruno Feduti pour la 30e année. Waouh, si vieux que ça, c'est incroyable. Clairement. Et nous avons le plaisir, le bonheur, le privilège de recevoir une personne qui s'est... porté absolument pas volontaire pour venir enregistrer avec nous, mais après une discussion auprès d'un repas avec cette personne, je me suis dit j'ai envie de la voir dans l'émission pour connaître un peu plus sur son métier, sur son parcours de vie, et je t'ai proposé ça et tu m'as dit oui, et cette personne a répondu positivement avec le plus grand des plaisirs. Copla, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc Copla, tu as 3 ou 4 titres. J'ai noté 3 titres. Chef de projet, sourceur, on dit sourceur ou sourceuse ? Je fais du sourcing. Sourcing. C'est le plus simple. Et le dernier, j'ai oublié. Développeuse ? Je développe aussi. Oui, après, tout ça fait partie finalement de mon boulot de chef de projet. C'est un peu la caisse à outils, hein, le chef de projet. Ouais, donc, malheureusement. Voilà. Heureusement, je sais pas. Donc tu es tout ça chez Ori Games en France. Tout à fait. Tu fais ça depuis combien de temps ? Ça fait 1 an et demi D'accord. que je suis rentrée chez Ori Games. Déjà. Et oui. Fou. L'émission est un peu à l'improviste, donc ça va être peut-être un peu décousu, je m'en excuse pour nos auditeurs, mais du coup, on va revenir un peu sur ton parcours de vie. Avant, tu es dans le milieu du ludique, je veux dire professionnellement, depuis combien de temps ? Depuis un tout petit peu plus de 2 ans. D'accord. Parce que avant d'arriver chez Ori Games, j'ai travaillé chez Play-in, le magasin de Paris, D'accord. en tant que vendeuse. C'est comme ça que j'ai mis le pied dans le milieu du jeu de société. Ouais. Ce qui m'a ensuite permis de rencontrer Simon, donc, qui est également chef de projet chez Ori Games. Simon Gervasi. On embrasse. Qu'on embrasse adore. très fort. Oui. Et donc, c'est grâce à Simon ensuite que j'ai pu donner mon CV et rentrer chez Ori Games. D'accord. Et personnellement, tu es dans le milieu du jeu combien de temps ? Ça fait 6 ou 7 ans, pas beaucoup plus. Moi, j'étais de base... Enfin, je connaissais pas du tout le jeu de société moderne. J'étais plutôt côté jeux vidéo. Ouais. Issue d'une famille de geeks. Donc, je suis passée par toutes les consoles. Et c'est vrai que on n'était pas du tout ouvert aux jeux de société dans la famille. Et c'est mon grand frère qui, voilà, un week-end en famille, nous a sorti une boîte de Carcassonne. Il nous a fait jouer à Carcassonne. Et tout de suite, ça a été le waouh, ok, je veux rejouer, je veux encore d'autres choses, je veux découvrir. Donc, c'est devenu vraiment viscéral. Donc, la passion est très vite née suite à cette première partie. Ok, d'accord. Et donc, du coup, tu es venue chez Play-in en tant que vendeuse pour commencer le monde du jeu ? Oui, alors avant du coup de rentrer dans le milieu pro du jeu de société, j'étais moi en agence de communication. Donc, j'ai fait des études de communication, marketing. Et j'ai travaillé pendant 3 ans en agence de communication sur Paris, où j'étais du coup chef de projet, mais dans le milieu de l'édition, enfin dans la publicité, principalement dans le catalogue, pour être assez précise. Et j'avais en charge des clients de tout horizon. Je suis passée par Harley-Davidson et L'Oréal, hein, donc ça allait un peu du tout au tout. Des gros clients et des plus petits, évidemment, mais en tout cas... c'était pas du tout le même délire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon profil a été intéressant pour Ori Games parce que justement, j'avais cette formation en communication marketing et cette expérience d'agence. Parce que ce que je dis souvent par rapport à mon métier, c'est que oui, on est créateur, vendeur de jeux de société, mais on est avant tout créateur et vendeur de produits. Oui, évidemment, voilà. Ça reste un produit culturel. Et donc, c'est une dimension qui n'est pas toujours très claire dans le monde du jeu. Donc, d'où le fait que mon profil était intéressant pour Ori Games. C'est vrai que c'est pour avoir travaillé pour des maisons d'édition pendant longtemps et pour avoir participé à des recrutements, on est souvent embêté parce qu'il y a beaucoup de profils qui correspondent à des personnes qui sont passionnées de jeux de société, avec éventuellement un certain goût pour la communication, une certaine
des personnes à l'aise avec l'idée de communiquer, une bonne gestion de leur image, mais pas de formation liée à ça. Ou des personnes qui ont des formations liées à la communication au marketing, mais qui ne sont pas passionnées de jeu. Oui. Et c'est un peu problématique parce qu'on a besoin un peu des deux. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'apprend plus facilement, c'est quand on vient du market, si jamais on commence à découvrir le jeu de société contemporain, on peut être accroché par le truc. J'ai vu plusieurs profils arriver un peu comme ça. Mais globalement, c'était toujours un peu embêtant parce que des personnes qui connaissaient rien, ça nous intéressait pas. Et des personnes qui connaissaient super en jeu mais qui n'avaient pas de background, c'était vraiment relou. Je pense que c'est plus facile dans ce sens-là, en effet. Et d'avoir quelqu'un de ton profil, je pense que Origame, ça fait un choix pertinent. Et à mon avis, ils ont été ravis de te rencontrer sur ça parce que c'est vraiment pas courant. Et ça fait que tu arrives avec les deux forces à la fois, ce qui est très chouette. Oui, ce qui est classique en vrai dans tous les métiers, c'est dès que tu es passionné par le produit que tu crées, entre guillemets, ou que tu vends, ou que tu mets en avant, ainsi de suite. Si tu as en plus les compétences professionnelles qui vont avec, ça double un peu le filon. Donc, pour revenir sur Eurogames aujourd'hui, tu disais que c'était un peu le côté couteau suisse, boîte à outils de tout. J'imagine qu'il y a quand même une différence entre le chef de projet, sourceur, faire du sourcing et développer du produit. Oui. Alors, grosso modo, mon boulot, il est divisé en 2 grands axes. Le premier, il concerne les jeux en localisation, donc des jeux étrangers qu'on va sourcer, qu'on va acheter, on va acheter les licences qu'on va produire du coup pour le marché français, et les jeux en création, donc là vraiment des prototypes avec les auteurs et tout le travail de développement, la recherche esthétique, etc. Donc ça c'est les 2 grands pôles en fait dont je m'occupe, mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre, mon boulot c'est de faire le chef d'orchestre entre toutes les entités qui gravitent autour des jeux. D'accord. Pour revenir sur Eurogames, et s'il y a des questions sur lesquelles tu veux pas ou tu peux pas répondre, n'hésite pas à le dire. La proportion localisation, création, développement, c'est quoi? Alors, jusqu'ici, je pense qu'on était facilement sur un 80%, 20%, enfin 80% de jeux en localisation pour 20% de création. D'accord. Ce qui est aussi un petit peu exceptionnel chez Origames, c'est que avant d'être éditeur de jeux, la boîte a été packager. Oui, c'est ça, packager. Ouais. Du coup, on a travaillé, parce que j'étais pas encore là à l'époque, mais ils ont travaillé avec Yellow, avec la boîte de jeux, avec beaucoup d'autres maisons d'édition sur les boîtes. Ce qui fait qu'ils avaient un portefeuille de clients déjà, avec qui ils travaillaient déjà. Et il y a la partie édition qui est venue ensuite. D'accord. Donc, en fait, il y a finalement 3 grands axes chez Origames. C'est la localisation, la création et le packaging. Quand on dit packaging, Théo, c'est quoi exactement? C'est vraiment pour avoir travaillé avec Origames à l'époque où j'étais encore chez Yellow. Typiquement, c'est Origames qui a porté King of Tokyo, qui a été édité par Yellow par la suite. Mais la réflexion produit, la réflexion boîte a été portée conjointement par les deux entreprises à la fois. Et la direction artistique, entre autres, a été assumée par Igor Poulouchine, qui est DA chez Origames, qui faisait un peu ce côté directeur artistique freelance, mais en ayant une structure autour. Et il y avait également un accompagnement produit et production, puisque Origames est extrêmement lié à une usine chinoise qui s'appelle What's Game. D'accord. Et donc il y avait une relation un peu privilégiée, une discussion. C'était vraiment, d'une certaine manière, moi, Origames, c'est les premiers mercenaires ludiques, on va dire, que j'ai rencontrés sur du boulot de cet acabit en fait, tu as un jeu. Toi, en tant qu'éditeur, tu sais que tu veux l'éditer, tu as fini le développement mécanique, même si Guillaume Gilnaf, qui fait aussi partie d'Origames, peut assumer cette charge-là. Et derrière, c'était vraiment, tu travailles avec des professionnels qui vont t'accompagner de bout en bout pour que tu passes d'un prototype moche, comme on a pu en parler régulièrement, à un produit fini, joli et qui part en boutique de jeu. Alors, attendez, parce que là, du coup, moi j'ai l'impression d'être ultra confus. On a l'auteur donc, qui crée le jeu, le proto. Tout à fait. Il vend, je mets des gros guillemets sur ça, sur le vend à l'éditeur qui finit de le développer et qui dit ok, maintenant ton produit est fini avec nous. Maintenant, ce qu'on appelle donc le packager, ce que tu disais, mon copla, c'est la personne qui va faire en sorte que de dire ok, tu as un plateau qui fait 20 sur 20, donc il faut une boîte de 20 sur 20 parce que le plateau doit rentrer dedans, plus on va mettre un terraformage comme ça de façon à ranger les cartes et les pions, c'est ça. Ça, entre autres, oui, il y a aussi justement l'illustration, le choix de l'illustrateur, le travail de l'illustration. Tout ça, c'est pas l'éditeur qui le fait? Si, mais justement, c'est aussi le packager qui peut s'occuper de ça. D'accord. Mais c'est un cas assez rare et je crois qu'il n'y a que Origames qui propose des services aussi complets. D'accord. En France en tout cas, et j'ai pas connaissance même dans le reste du monde, mais c'était vraiment un peu comme si tu veux pour des toutes petites maisons d'édition, ce qui était le cas de Yellow à l'époque de King of Tokyo, qui était plutôt distributeur et qui se lançait dans l'édition. C'était un peu une manière de
pas complètement lâché parce qu'ils étaient acteurs et actrices dans le processus créatif, mais c'était d'engager des gens pour faire toute la partie éditoriale qui correspond complètement à l'édition. D'accord. Yellow restait en charge de la communication, de la vente, du marketing, de tous ces aspects-là, mais sur des points éditoriaux précis sur lesquels eux, ils n'avaient pas la force de frappe à ce moment-là, oui, typiquement t'as sur pas la les direction compétences en artistique. interne. Ils ont sous-traité d'une certaine manière avec Origames, sachant que c'était un sous-traitement assez particulier parce qu'il y a une implication d'Origames sur la plupart des produits sur lesquels ils ont travaillé qui est plus importante qu'un graphiste freelance que tu prends pour faire des dessins. Il y avait plus que de l'exécution. D'accord. Il y a un boulot un peu plus prenant. D'accord. J'ai énormément de questions. Vas-y, continue. Oui, juste du coup, pour revenir à ta question d'origine, Oui. c'était le pourcentage qu'on a aujourd'hui en création et en localisation. Donc, jusqu'ici, je disais à peu près 80% de localisation pour 20% de création. Là, la balance a beaucoup changé sur cette année. Cette année 2023. Cette année 2023, oui. D'accord. Alors, suite au confinement, bien sûr. toutes ces questions-là, on a réfléchi à beaucoup de choses et donc on essaye de rééquilibrer la balance petit à petit en signant beaucoup moins de jeux en localisation pour se concentrer beaucoup plus sur de la création. D'accord. Il y a, j'imagine, d'autres aspects là-dedans de pourquoi faire plus de création plutôt que de localisation. J'imagine qu'il y a un aspect financier aussi Bien sûr. qui est important parce que si j'ai bien compris, mais tu vois, t'as vu quand je prends un peu plus de pincettes là parce qu'on a calculé, j'imagine qu'en localisation on gagne moins d'argent que sur. Oui, c'est ça. Ça paraît logique. Surtout, on possède pas la propriété intellectuelle de nos produits. Ouais. Et on l'a vu ces dernières années. On l'a assisté plusieurs fois. Imaginons que Origames soit localisateur officiel d'un partenaire très fort et que ce partenaire se fait racheter par un grand groupe. La localisation généralement va être perdue au bout d'un moment. D'accord. Il y a plus des enjeux de pouvoir et c'est moins pérenne. Là où un jeu édité par Origames, ils vont jouir de la propriété intellectuelle tant qu'ils l'exploitent. D'accord. Donc il y a vraiment un changement de paradigme sur ça et un impact qui est plus fort en termes de travail. Localiser un jeu, c'est du boulot, mais ça correspond à le traduire en fait et à l'adapter. Oui. Éventuellement avec des changements graphiques, mais c'est pas toujours le cas. Ouais, on va y revenir. L'édition, on va faire beaucoup plus de boulot, donc c'est un côté gagnant-gagnant, mais ça demande plus de travail, donc c'est une grosse réflexion. C'est ça. Un des points que je voulais éclaircir. Pardon, j'ai spoilé. Il n'y a aucun problème. Pour revenir sur le côté packager, c'est un truc que vous faites encore aujourd'hui ? Oui. Ouais. Oui. Pour quelle boîte notamment ? Alors là, il y a le dernier jeu de... La boîte de jeu, de Super Meeple. Ouais. Expédition, par exemple, je sais que ça a été signé chez nous. Doggerland aussi, chez Super Meeple. Ok. C'est passé par les mains d'Igor Polushine, donc voilà, c'est des exemples. Mais du coup, sur la boîte, vous avez rien en fait. Vous avez pas le côté. Enfin, il n'y a pas le logo Origami. À l'arrière de la boîte, la plupart du temps, il y a un petit logo qui d'ailleurs est un petit peu différent du logo Origames, puisque en fait, ils ont décidé de garder leur ADN, l'origine de ce logo de packager. D'accord, ok. Putain, super. Enfin, je découvre encore une petite facette. Ok. Donc revenons sur le côté édition-création. Mm-hmm. Donc question, quand vous faites de la localisation, édition, localisation, c'était l'objet de base. Enfin, quand je disais revenons sur ça, je vais revenir. Quand vous faites la localisation, justement, le fait de changer, est-ce qu'il y a d'autres changements que la localisation, que la langue de la boîte ? Alors là, ça va vraiment dépendre des contrats. Des éditeurs aussi. Il y a des fois où on va être totalement libre de proposer quelque chose de nouveau ou de faire de légères modifications parce qu'évidemment, il faut s'adapter au marché. Il n'y aura pas les mêmes attentes sur un marché américain que sur un marché français. Ou alors, des fois, on va être vraiment très contraint de respecter au maximum la boîte d'origine. Je prends un exemple, mais c'était pour le Clank Legacy. Direwolf, qui est l'éditeur d'origine, ne nous a absolument rien permis de changer. Ça a même été une vraie négociation de réussir à mettre le petit drapeau français sur la boîte pour que les gens fassent la différence entre la boîte anglaise et la boîte française. D'accord. Donc ça va vraiment dépendre des contrats, en fait, de ce qui est signé et négocié. D'accord. Et à l'intérieur d'un contrat, est-ce qu'il y a un ratio ou une balance logique entre le fait de dire vous avez moins de modifications à faire parce que vous ne changez rien par la langue et donc vous êtes payé entre guillemets moins,
à ok, vous pouvez faire plein de changements ou c'est autorisé de faire des changements parce que c'est un besoin sur le marketing et du coup on vous donne un peu plus de pourcentage parce qu'il y a plus de taf? Non, ça change absolument pas. Ah, c'est vraiment nous qui allons proposer. En fait, c'est jamais eux qui vont nous dire faites ce que vous voulez ou ne faites pas ce que vous voulez. Mais c'est nous qui, justement, en termes marketing, on va se dire ok, là quand même, ça c'est pas génial. Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Et donc c'est nous qui proposons. Et il n'y a pas après de différence financière en tout cas. Par contre, on a évidemment l'obligation de faire valider Bien sûr, les choses. Voilà. Si nos auditeurs et auditrices veulent un exemple concret, je trouve qu'un truc qui est assez frappant, c'est la couverture de Codenames, donc qui est édité par Chess Game Edition en tchèque, localisée par Yellow pour la France, est différente sur le marché français uniquement. C'est la même partout dans le monde, je crois, sauf sur la version française. Donc si vous cherchez sur Board Game Geek, vous pourrez voir la version française et la version tchèque, qui je pense, j'étais plus là à ce moment-là, mais vient d'une analyse de Yellow de se dire cette couverture, nous, elle va pas correspondre au marché français, on va la retravailler pour faire quelque chose qui marcherait mieux. Ouais, bonne réflexion, parce que Codenames, à mon boulot, là on a une version anglaise, parce qu'on parle beaucoup, on travaille en anglais au boulot, et du coup en fait c'est effectivement quand je l'ai reçu, je me dis ah putain, est-ce que c'est le bon jeu ou pas? Il y avait une idée de truc, ça rend bizarre. Ok. Donc développement en interne, donc là vous faites du sourcing effectivement. Rappelons ce que c'est le sourcing pour nos auditeurs. Le sourcing, c'est d'aller à la découverte de nouveaux jeux. Coucou. Donc encore une fois, ça peut être du sourcing à l'étranger pour récupérer des jeux ou du sourcing auprès de créateurs de jeux, d'auteurs de jeux. Ouais. Ah oui, parce que le sourcing peut se faire aussi sur la localisation. Oui, bien sûr. Bêtement, je l'ai mis sur le côté rencontre éditeur-auteur, mais c'est pas être rencontre éditeur-éditeur, quoi. Non, le sourcing, c'est vraiment venir récupérer des nouveaux jeux, peu importe d'où ils viennent. Ok. Qui peut créer en plus des relations assez longues et de confiance. Je suis toujours sur Yellow dans ma tête parce que comme j'ai travaillé avec eux, je l'ai mieux en tête que Ori Games. Mais chez Yellow, on avait une relation de confiance et de longue durée avec CGE, ce qui fait qu'on n'avait pas besoin d'aller batailler pour chaque nouveau jeu édité par CGE. Tout comme eux, c'était confortable pour eux, ils n'avaient pas à aller chercher une nouvelle personne pour faire la version française de chacun de leurs jeux. C'était une relation de confiance. Ce qui est le Graal un peu pour une maison d'édition qui localise des jeux, de se dire tiens, on trouve un nouvel éditeur dans n'importe quel pays dans le monde qui fait du super taf. On localise, je sais pas, leur premier jeu, puis allez, on fait tous les suivants, on n'a plus à se poser la question, et on sait que chaque jeu va être plutôt qualitatif. Quand on parle de... Et après, je pense que j'arrêterai de demander des questions de détails, parce qu'on est peut-être à un niveau trop précis, mais quand vous faites le taf de localisation, il y a aussi l'aspect distribution qui va avec, ou ainsi de suite, ou ça peut être juste de la localisation et dire, ok, l'aspect distribution, c'est quelqu'un d'autre qui s'en gère, ou il y a un contrat annexe, ou un truc comme ça? Alors, encore une fois, ça va dépendre. Ça va dépendre, c'est pour ça que je m'en doutais, pardon. Comme Théo nous l'a déjà annoncé, donc Guillaume Gilnave, qui est le gérant d'Ori Games, est à la fois représentant européen de l'usine What's Game, qui est donc une usine de fabrication en Chine. D'accord. Donc, la plupart du temps, on va essayer en effet de faire fabriquer directement les jeux qu'on récupère dans cette usine-là. D'accord. Mais il va y avoir des jeux qui vont être signés, dont on a l'obligation de passer par la même usine qui a déjà créé ses moules, toutes ces choses-là. Donc voilà, ça va dépendre du contrat, encore une fois. Ok, d'accord. Ok. Point localisation, donc toi, Ori Games négocie un contrat pour récupérer un jeu pour directement le localiser. D'ailleurs, Wolf par exemple, un truc comme ça. L'aspect contrat est fait. Quelles sont les étapes en gros de travail pour arriver à la boîte française? Alors, déjà, la première chose, c'est la réception des fichiers. Oui, bien sûr. Donc là, du coup, c'est moi qui suis en contact avec la personne qui gère ça dans la maison mère. Dans la maison. J'imagine ton homologue chez... Sans doute, oui. Après, tout le monde... les métiers sont pas forcément les mêmes à l'étranger, mais en tout cas, voilà, moi, je suis en contact avec une personne de la boîte directement qui doit m'envoyer les fichiers. Ensuite, moi, je vais avoir à sélectionner un traducteur, un maquettiste ou quelqu'un qui est capable de faire les deux, ça c'est encore mieux. Mais en tout cas, je vais sélectionner déjà les personnes qui vont pouvoir me traduire le jeu, le maqueter.
Ensuite, moi, je vais avoir un énorme boulot de relecture, Bien sûr. parce que même si le jeu passe aussi par les mains d'un relecteur, moi, je fais très attention aux règles des jeux. Pour moi, c'est un point essentiel. Ouais, on sait que la communauté ludique là-dessus est très. Et on sait pour le coup que chez Origames, vous êtes plutôt infaillible, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas eu, il y a pas eu trop de problèmes. Non, on va être honnête, il y a eu des soucis. Je vais prendre un exemple très concret, mais on a eu beaucoup de problèmes avec Imperium. Je vois. Après, c'était pas forcément de notre ressort aussi. Il y a des fois des erreurs qui viennent directement de la boîte d'origine, qui sont mal traduites, ou alors qu'il y a des... Enfin bref, je sais qu'on a eu pas mal de soucis avec Imperium. Et de toute façon, des erreurs, on en fait tous. Hein. Oui, bien sûr. Mais moi, je sais que je fais très attention à ça. Et en plus, moi, de base, j'avais fait une formation littéraire. Donc, je suis soucieuse des moindres détails là-dedans. Donc j'ai un gros travail de relecture, d'adaptation, puisque en fait, même si un jeu il est traduit, on va pas forcément avoir la même structure dans les règles anglaises que dans les règles françaises. On n'a pas la même logique, on fonctionne pas forcément tous de la même manière. Donc moi je vais essayer aussi de déplacer des paragraphes, de les mettre avant, de mettre des exemples là où ça me paraît pertinent, de rajouter des pictos. Enfin en tout cas je vais vraiment retravailler la règle comme si j'étais l'éditeur du jeu d'origine et que je voulais que les choses soient le plus claires possible pour les gens qui prennent le jeu en main. Oui, parce que j'allais dire, finalement, la personne traducteur ou traductrice qui fait le métier, c'est une personne qui fait que de la traduction. Oui. C'est pas forcément une personne qui est en plus professionnelle du jeu ou passionnée du jeu. Alors, on essaye quand même de trouver des gens qui viennent du milieu parce qu'ils ont une sensibilité à ça. Ils savent aussi à quoi s'attendre et ce dont les gens ont besoin quand ils lisent une règle du jeu. Nous aussi, on essaye au maximum de leur dire soyez libres de faire des adaptations, de modifier, de nous proposer aussi des tournures de phrases différentes. Enfin, le piège, c'est de faire de la traduction littérale et de balancer des règles comme ça. C'est ce qui arrive avec des jeux en Kickstarter qui arrivent traduits français. On sent que c'est du Google Crowd. Voilà. Il y a une vraie différence, en effet, entre un jeu qui a été travaillé... Enfin, j'ai envie de dire correctement, c'est pas le terme, mais en tout cas qui a été vraiment travaillé que d'une traduction littérale. C'est pour ça qu'on parle de localisation d'ailleurs. On n'est pas sur de la traduction d'un jeu, qui serait un peu le truc que tu évoques un peu tout bête de je prends les règles et puis je change les mots d'une langue vers une autre. Et il y a un travail qui est plus important de ce que vous faites. C'est tout ce que tu as énoncé, mais restructurer la règle, changer des choses, faire en sorte que ça soit bien, c'est plus que de la traduction et c'est là où il y a un travail qui est plus important. Forcément. Oui, puis on s'imagine pas en fait que ces choses-là, ça représente déjà une très grosse quantité de travail. Je pense que ça représente bien 40 à 50% de mon temps. Oui, d'accord, de relecture et de retravailler sur un projet entier. Ouais, c'est un vrai... Je fais un parallèle sur... On peut parler spirale ou pas du tout ? Oui. Sur District Noir, par exemple, c'était pas une localisation, c'était plus parce que j'en avais parlé avec Mathias et Guitou qui me disaient c'est pas un travail de localisation, c'est plus un travail de retravail pur et dur du jeu entièrement. C'est le cas ? Moi, ce qui est un peu particulier sur District Noir, c'est que c'est un jeu japonais. Et c'est ce qui change un peu tout, c'est que ça a été auto-édité au Japon. Donc il y a un tout petit tirage à 500 exemplaires. Et que nous, on l'a ensuite retravaillé pour en faire une version mondiale. Oui, d'accord. Donc on n'est plus du tout sur les assets graphiques. Ah oui, bien sûr. C'est comme si on avait eu un proto de luxe qu'on avait adapté et on a dealé directement avec les deux auteurs et non pas avec un éditeur tierce. Donc il n'y avait pas cette notion-là de souvent les éditeurs qu'on localise ont une volonté qu'on garde leurs artworks, qu'on travaille sur une structure un peu similaire. Il y a plein de choses qui bougent pas parce que c'est une localisation à la fin et c'est pas une réédition du jeu pour un autre pays. D'accord, donc c'est pas du tout le même aspect. Ok, donc relecture, règles, mise en place du jeu, évidemment la boîte aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Travaille sur la boîte. La boîte, en principe, c'est ce dont je m'occupe en dernier parce que, alors je vais revenir justement sur l'aspect marketing. Ouais, bien sûr. La boîte du jeu, c'est ce qu'on va prendre dans les mains et si on connaît pas le jeu, je retourne ma boîte. C'est là-dessus que je dois avoir le coup de cœur pour acheter le jeu en fait. Donc c'est pour moi ce qu'on doit garder en dernier parce que déjà on doit connaître le jeu par cœur et on doit avoir les bons arguments pour déclencher l'acte d'achat derrière. Mais là on parle pas que de texte, on parle aussi de disposition graphique. Alors oui, il y a aussi en effet l'aspect visuel. Là du coup moi je lance le bébé, je renvoie le bébé du coup à Igor Poloshin qui est notre directeur artistique. C'est lui qui concrètement va avoir les bons réflexes, les bonnes interrogations et qui va potentiellement nous proposer des modifications. D'accord, par rapport à la boîte d'origine qui est pas forcément la même. Donc là c'est une autorisation qui peut être
c'est lui qui a vraiment l'expérience et l'œil, qui va nous faire changer les choses, quoi. D'accord. Et création en interne, donc là c'est le travail classique qu'on avait fait, dont on a parlé dans ce centre gratuit, c'est rencontre d'auteurs, travail sur le proto et ainsi de suite, donc développer le jeu. Donc là c'est les deux autres aspects du métier que tu as qui j'ai dit sourceur. En fait je me fais avoir encore moi-même par le truc. C'est encore les 3 aspects de ton métier parce que tu vas sourcer les auteurs directement, tu vas travailler avec eux pour développer le jeu et tu vas orchestrer le tout pour créer le jeu. Je dis pas de bêtises. Donc Oui. en fait tes 3 métiers que tu Suisse s'adaptent aussi bien de 4 parce que j'ai pas parlé encore de l'aspect communication qu'il y a derrière, puisque c'est aussi du coup une partie de mon métier. Et donc une fois que mon jeu il est prêt, je l'envoie à l'imprimeur. J'envoie les fichiers et tout, je vérifie tout ça, tout est envoyé à l'imprimeur. Je vais avoir une... Est-ce que tu vas à l'usine couper les cartes toi-même ou pas? On me demande quand même. Non, j'ai pas encore eu la chance de faire ça. Mais en tout cas, une fois que le fichier est chez l'imprimeur, moi, je passe à autre chose, puisque là, malheureusement, il y a une très longue période avant que le jeu arrive. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, oui. Mais du coup, pendant cette période-là, moi, je vais avoir aussi toutes les réflexions sur la communication, sur l'annonce du jeu, sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, comment on va faire vivre le jeu, déjà teaser pour donner envie aux gens d'acheter, puisque aujourd'hui, la communication dans le monde du jeu, c'est clairement indispensable. Je reconnais qu'ils sont pas... Donc, il y a aussi toute cette partie-là qui est assez imposante et nécessaire dans mon métier. D'accord. Autant sur le côté développement et localisation, à partir du moment où le premier pas est fait dans le projet jusqu'à la sortie, on est sur un délai de combien en moyenne? C'est relatif, j'imagine? Ah ouais. Ouais, je pose des questions. Ça va vraiment... Encore une fois, ça va dépendre. Oui, bien sûr. Non, ça va être mon mot, hein, mais... on peut très bien... Alors, en parlant de création, on peut très bien avoir un prototype qui est quasiment déjà prêt à être terminé et lancé. Et il y a d'autres prototypes qui vont demander beaucoup plus de temps pour être développés, pour être creusés. Donc, on peut très bien avoir un projet qui voit le jour en moins d'1 an, comme un projet qui va prendre 2 ans, 3 ans. D'accord. Mais du coup, la localisation, c'est plus rapide entre guillemets. Par contre, voilà, bien sûr, la localisation, les fichiers existent déjà. Oui. Donc, entre le moment où je reçois mes fichiers et le moment où je les envoie chez l'imprimeur, il peut y avoir, on va dire 2 mois. D'accord. Parce qu'il faut quand même que ça passe par le boulot des relecteurs, des traducteurs et compagnie. Donc il y a des allers-retours aussi. Les validations, tout ça, ça peut prendre un certain temps. Mais au plus vite, oui, je pense qu'en 2 mois, le jeu, il est parti en impression. Un des gros changements, c'est que sur une localisation, le développement mécanique du jeu a été assumé par l'éditeur de base. Oui, bien sûr. Parce que comme lui, il l'a sorti sur son marché, a priori, il n'a pas sorti une version déséquilibrée ou mal faite de son jeu. Et si c'est le cas, a priori, vous n'aurez pas envie de le localiser. Parce que ça arrive quand même encore un peu. Mais à l'inverse, peut-être que vous allez signer un jeu d'un auteur ou d'une autrice qui est l'idée est super, mais le jeu n'est pas fini. Et à ce moment-là, c'est à vous d'accompagner cette personne-là pour le finir. Et donc, c'est un travail qui est différent. Exactement. C'était une question bête, mais en fait, la finalité de ma question, là où je voulais l'amener... Pas de question bête, c'est Feria. C'est une question c'était l'idée de se dire... C'était venir à la finalité de la localisation globalement, ça prend beaucoup moins de temps, mais on est en marge de se dire qu'aujourd'hui les jeux de plateau, enfin les jeux de société en général, moi c'est l'impression que j'ai en tout cas, et quand je fais le showroom Yellow, je prends un exemple parce que tu en parlais Yellow, t'en parlais Théo, ça ressemble, c'est fou, comment c'est que tu dis incroyable. J'ai toujours cette sensation de me dire les jeux arrivent trop tard. Alors, trop tard, c'est ma relation. Là on est au ludopathique, il y a plein de jeux que je teste qui sont pour moi finalisés, qui sont produits finis, tu vois, et on me dit bah non, ça sort dans 6 mois, ça sort en janvier 2024, machin, et je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe, le jeu est final, la boîte elle est c'est pas une proto que ça. Est-ce que tu dis tes fichiers, tu les envoies à l'imprimeur en 2-3 mois? Alors, j'ai dit que dans le meilleur des cas, voilà. ça pouvait prendre 2 mois. Maintenant, il y a énormément de délais qui se rajoutent de tous les côtés. Ça peut être déjà le temps de réception des fichiers, c'est-à-dire qu'entre le moment où je signe mon jeu et le moment où le paiement est effectué, parce qu'il y a aussi toutes les transactions bancaires qui vont derrière, le moment où du coup l'éditeur se dit ok, c'est bon, je peux envoyer mes fichiers. Parce que vous payez en avance du coup le truc. Oui. Ensuite, bon, certes, une fois que le jeu passe entre les mains des différents acteurs, il y a aussi tous les délais du coup de fabrication, c'est-à-dire que l'usine, elle doit aussi avoir un créneau pour fabriquer ton jeu. S'il y a du coup des petites pandémies qui se calent là-dedans, il y a des usines qui ferment, il y a des employés qui sont malades, donc en fait le temps qu'avait
été annoncé à l'origine peut très bien être énormément reculé. Une fois que le jeu quand même il est prêt, il faut qu'il y ait un container qui soit libre pour le transport. Il faut qu'il y ait un bateau qui récupère ce container. Il faut qu'il n'y ait pas de tempête. Ah non, mais tout ça c'est du vécu, hein, donc c'est pour ça que j'ose en parler. Mais et une fois que le bateau il arrive enfin, il faut aussi qu'il y ait la douane qui vérifie le matériel. Il faut qu'il y ait un transporteur qui récupère les palettes. Il faut que les palettes soient déchargées. Enfin, je pourrais encore donner d'autres exemples, mais en fait, toutes ces choses-là font que, au total, on se retrouve avec des délais qui peuvent prendre 2 mois, 4 mois, 6 mois de retard. Et voilà, ça arrive très souvent en ce moment et très vite, ouais. Ok, c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression de se dire, ce jeu il est sorti aux US la semaine dernière, en fait, c'est bon, vous traduisez, il y en a pour une semaine et ça arrive. Et c'est pas le cas. Dans les faits, non. Qui est aussi un peu bouleversé par quelques maisons d'édition font ce qu'on appelle des productions jointes et groupées. Et donc ça pourrait être, il y a Direwolf qui appelle Origames en leur disant on va sortir notre nouveau jeu, il ressemble à ça, est-ce que vous voulez faire partie du premier tirage? Et ça c'est à leur discrétion évidemment, et à la discrétion d'Origames d'accepter ou non. Et dans ce cas-là, la production est mondialisée, ce qui permet de réduire les coûts, et derrière les jeux sont envoyés pratiquement en même temps dans tous les pays. Ce qui fait qu'un jeu, un des parangons de ça, c'est Asmodée qui a des filiales un peu partout dans le monde, mais un jeu qui arrive chez Asmodée généralement va sortir exactement au même moment en Allemagne, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Pologne, en France, un peu partout. Mais là, du coup, on est sur un cas où le jeu n'a pas touché encore le marché. Et du coup, tu dois, entre guillemets, te placer sur OK, on est bon pour localiser le jeu ou pas, mais en fait, on ne sait pas s'il a fonctionné. C'est ça, c'est une prise de risque qui est différente. Là où quelqu'un qui localise peut se dire ce truc, ça cartonne en Pologne, vas-y, on le fait pour le marché français parce qu'on pense que ça va cartonner en France. Là où à l'inverse, ça peut être on a un bon partenariat avec ces personnes-là, on a l'habitude de bosser avec eux, on a une relation qui fait qu'on joue au prototype un peu en amont. On se dit qu'on y croit et on assume un peu plus de risques, et donc on fait une production jointe et ça arrive en même temps. Mais ça, forcément, c'est plus compliqué et ça arrive moins souvent. Parce que du côté de la production, c'est l'enfer il faut gérer une production avec des fichiers de 12 pays en même temps, donc c'est beaucoup plus complexe. Et donc ce qui fait que les jeux arrivent généralement plus tard, parce que le temps que Origames spot le jeu, le localise, le produise et qu'il arrive, on a vite entre 6 mois et 1 an, ce qui est logique en termes de temps de travail. Bonjour, c'est le Zéphiriel du montage. Il y a eu un petit souci de technique sur la fin, donc il manque 6 minutes d'enregistrement qui sont nécessaires mais pas forcément importantes pour la fin. Donc je vais mettre juste la outro où Théo et moi on parle de la fin. En fait c'est le micro de Copla qui a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Ça s'est pas reproduit depuis, donc je pense que le rush du moment a été un peu bizarre. Pour tout vous dire, on allait partir chercher des pizzas, donc c'était aussi important qu'enregistrer pour être vrai. Donc voilà, donc je mets la fin à partir de là, juste après ce passage, j'insère la fin. Et voilà, désolé à Copla pour le coup qui a été coupé sur la fin de son intervention, mais je ne doute pas qu'elle reviendra dans l'émission. On avait beaucoup de questions à lui poser. C'était vraiment à l'arrache, mais c'était ultra intéressant. Voilà, je mets la fin, prenez soin de vous. Ciao. Merci mille fois. Infiniment. Comme d'hab, on pourrait parler pendant 5 heures, mais... Ouais, on avait prévu entre 30 et 40 minutes, on a un peu dépassé le délai déjà. Merci d'avoir accepté ça un peu à la débeauté. Au débeauté, c'est le mot que je cherchais, merci. On va les jouer. C'est pas exactement ce qu'on va aller faire. On va les manger d'abord. On va aller chercher les pizzas pour les manger. Merci beaucoup. Je te remercie une 3e fois, mais c'est pas de trop. Merci Théo pour merci Zéphiriel d'avoir ramené ce matériel aussi pour qu'on enregistre pendant ces semaines des ludopathiques. Et voilà, kiffez bien, prenez soin de vous et on se retrouve très vite, on espère. Beaucoup d'amour. Fin de transmission.